Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Ils ont envahi le marché local. Ils proposent aux consommateurs des gammes variées de produits cosmétiques. Il s'agit des fabricants de lait et autres crèmes pour la peau. Mais comment se font les dosages et quelles devraient être les formations de base? On en parle. Ce 15 mars, c'est la journée internationale du droit des consommateurs. Les droits du consommateur sont-ils respectés au Bénin? On en parle. Le marché de l'emploi, un véritable casse-tête au Bénin. Les offres de formation ne répondent pas toujours à la demande et aux besoins du secteur. Comment se frayer un chemin dans un tel environnement? Un sociologue nous en parlera. Bienvenue dans cette édition. Le marché de la cosmétologie au Bénin semble s'élargir. Nombreux sont ces hommes et femmes qui ont envahi le marché de consommation en proposant différentes gammes de produits à des fins esthétiques. Mais comment se font les dosages et quelles sont les formations de base? Autant de questions qui trouvent réponse dans ce reportage de Louis Koudogbo et Marcel Betoro. Lait éclaircissant, savon de gommage, lotion de visage, autant de gammes proposées par des fabricants de produits cosmétiques. La publicité est criante sur les réseaux sociaux, mais ces produits de fabrication traditionnelle ou manuelle ne sont pas soumis aux tests en laboratoire nécessaires avant leur mise sur le marché. Aujourd'hui, il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de normes, c'est ce qu'on est en train de constater. Tout le monde aujourd'hui s'adonne à ce métier de cosmétologie alors qu'il faut un certain niveau. Du coup, ça entraîne des dégâts corporels, des imperfections par-ci, par-là. Bref, nous sommes en danger. Il faut connaître combien de dosages il faut mettre dans tel ou tel produit. Il faut aussi savoir quoi mettre dans quoi. En fait, on ne se lève pas pour dire je vais mélanger de l'huile rouge et de la farine de maïs pour dire que ouais, je suis déjà cosmétologue. Non, ce n'est pas ça. Nous n'avons pas de maisons de formation en cosmétologie dignes du nom, nous n'en avons pas. On ne peut pas citer aucune maison au Bénin qui respecte les règles de l'art pour dire dans cette maison on peut former quelqu'un en cosmétologie. Quand on s'injecte dans le secteur comme ça, on ne maîtrise pas les notions de la cosmétique et on fabrique des produits comme ça et ça peut gâter la peau des clients, détruire l'épiderme des clientes à jamais. En effet, la création de produits cosmétiques requiert de solides connaissances en chimie. Pour être cosmétologue, il est recommandé de faire des études en chimie, d'avoir un niveau Bac plus 3, ce niveau est requis, mais le niveau Bac plus 5 est vivement conseillé. Le travail se fait dans son laboratoire approprié pour la cause. Et il faut avoir étudié la chimie. Et il faut quelqu'un qui soit en mesure de fabriquer des produits qui ne doivent pas détériorer la peau, parce qu'il s'agit de la peau, c'est un organe. Beaucoup de personnes ont recours à des formations qui se font en ligne, comme des formations qui se font par correspondance. Or, en l'absence de ces prérequis, c'est le consommateur final qui est ainsi exposé à de nombreux dangers. Le corps d'une personne est très sensible et on ne peut pas, juste parce qu'on veut gagner de l'argent, se permettre de prendre les pauvres personnes comme des cobayes. C'est la chaîne tout entière qui a un problème. Le danger du chômage qui pivot, il y a même certaines de nos pharmacies qui acceptent ces produits et qui les mettent en rayon. Il va falloir que l'État prenne ses responsabilités vis-à-vis de ce secteur en créant par exemple des centres de formation en cosmétologie. Il est temps d'interpeller des autorités pour ce ras-le-bol. Franchement, ça ne va pas. En attendant une réglementation en la matière exigeant un diplôme spécialisé, les cosmétologues doivent rester à l'affût des tendances capillaires et faire tester leurs produits. Aux consommateurs de s'assurer de la qualité des dits produits avant de s'en procurer.
Le consommateur a des droits et ces droits sont célébrés chaque année le 15 mars depuis 1983 sur initiative de l'Association internationale Consommateurs International. Les droits des consommateurs sont-ils respectés au Bénin? Quels sont les obstacles rencontrés dans la lutte pour la défense de ses intérêts? La réponse dans ce reportage de Alessandra Tchoton. Le consommateur est celui qui, pour son usage, paye un quelconque produit ou service. Devant le Congrès américain en 1962, le président John Kennedy fut le premier à proclamer les 4 droits fondamentaux du consommateur. De nos jours, 8 droits sont reconnus, à savoir les droits à la sécurité, à l'information, le droit au choix, le droit d'être entendu, le droit à l'éducation, celui à la réparation des torts, le droit à un environnement sain et le droit à la satisfaction des besoins de base. Que dire du respect de tous ces droits au Bénin? Il y a quelques années, cet état des lieux était assez désastreux. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le curseur a bougé un peu. Les avancées fondamentales, c'est qu'aujourd'hui, l'État a commencé par prendre conscience, je veux parler de l'exécutif, de ce que des associations de consommateurs existent, se battent pour que ces droits soient respectés. Des régulateurs ont commencé par être installés dans tous les secteurs. Il y en a dans le secteur de la téléphonie mobile, il y en a dans le secteur de l'électricité, dans le secteur des médicaments aussi. Et donc, nous sommes en train d'évoluer vers une ère où l'exécutif ne reste plus insensible. Et il y a eu beaucoup de sanctions que l'État fait en direction des fournisseurs qui sont à la limite très peu tolérants ou impénitents. En dépit de ces avancées, les attentes du consommateur béninois sont loin d'être comblées dans plusieurs domaines spécifiques. Les chantiers qui sont les plus importants pour nous aujourd'hui restent la télécommunication, parce que la satisfaction de la clientèle reste encore très discutable. Mis à part ça, dans le secteur de l'alimentation, c'est un no man's land pratiquement aujourd'hui. La peur de dénoncer, observée au niveau des consommateurs, et le manque de financement demeurent des obstacles pour les associations, notamment la voix des consommateurs. Un changement social est souhaité. Ce que nous faisons, nous le faisons soit à travers un plaidoyer, soit à travers des dénonciations. Et donc, si les gens prennent du temps pour nous écouter, pour analyser combien notre mission est difficile, et qu'ils peuvent commencer par nous soutenir financièrement. Si chaque Béninois simplement pouvait nous donner 50 francs en une année, je vous assure, si 1 million de Béninois le font, ça fait 50 millions. Ça fait de quoi fonctionner, au moins faire fonctionner la communication. Nous attendons du gouvernement que le gouvernement prenne enfin plus de mesures pour que les associations de consommateurs crédibles, actives sur le terrain, puissent avoir des ressources pour être indépendantes et autonomes. Le cadre légal de protection du consommateur existe au Bénin. Le texte de loi qui le consacre a été promulgué en 2007. D'une journée à une autre, ce 15 mars est aussi la journée mondiale du travail social. Le but de cette journée est de mettre en évidence l'utilité du travail des professionnels de l'action sociale. Il s'agit d'une journée relativement ancienne puisque sa première édition remonte à 1983. Le thème retenu pour l'édition 2023 est « Respectons la diversité grâce à l'action sociale commune ». En 2023, l'événement célèbre les professions du secteur social en tant que force considérable pour demander le respect et défendre la diversité à travers les modalités de l'action sociale conjointe. Au Bénin, le marché de l'emploi se caractérise par une demande croissante rapide. On note chaque année une augmentation de près de 150 000 jeunes sur le marché du travail. Malheureusement, les offres de formation ne répondent pas toujours aux besoins du marché du travail dans le pays. Dans un pareil environnement, comment tracer son chemin? Ablawa Boko, sociologue spécialiste des
questions de jeunesse apportent ici des éléments de réponse. Il y a un travail en amont qui devrait se faire, non pas seulement par les parents, mais maintenant si nous prenons les parents, c'est vrai, ils doivent faire un suivi, ils ne doivent pas choisir pour le jeune, mais ils doivent orienter le jeune à choisir déjà une série au collège et ensuite une filière à l'université. Ils doivent suivre leur enfant déjà au bas âge pour savoir ce que l'enfant aime faire, quelle est sa passion, quel est le domaine dans lequel l'enfant est vraiment épanoui. Et là, lorsqu'il s'agira de choisir, maintenant, ils pourront dire à l'enfant, mais moi, je te vois beaucoup plus dans ça, parce que tu sais mieux faire ceci, en donnant des arguments et en amenant l'enfant à choisir lui-même. Donc, le parent n'est pas là pour choisir pour l'enfant, non, mais le parent est là pour orienter l'enfant. Et lorsque ce travail d'orientation n'est pas fait, et déjà en amont, c'est qu'on retrouve sur le marché de l'emploi des jeunes qui cherchent seulement un emploi pour survivre et non pas quelque chose qui les passionne. Et ça pose encore d'autres problèmes pour les entreprises. Du coup, on ne va pas reprocher aux entreprises de chercher beaucoup plus de personnes compétentes, non. Et donc, c'est à ce jeune-là de pouvoir s'adapter aux besoins pour continuer. Un jeune est capable de transformer juste un stage non rémunéré en emploi. Parce qu'il aurait montré de quoi il est capable, il aurait montré la compétence qu'il a en lui, il aurait montré vraiment qu'il est capable de faire quelque chose. Et bien plus encore, il aurait montré à l'entreprise qu'il a la compétence qu'il faut pour résoudre un problème de l'entreprise, qu'il a la compétence qu'il faut pour répondre à un besoin de l'entreprise. Et là, du coup, l'entreprise ne veut pas laisser un tel jeune partir. L'entreprise va chercher à maintenir ce jeune-là parce qu'il résout un problème, parce qu'il comble un besoin. L'actualité au plan international, c'est dans EcoInter qui porte la signature de Reid Ouira. La faillite de Silicon Valley Bank SVB, 16e banque des États-Unis, fait des remous sur les marchés de taux et d'actions, en particulier sur les cours des établissements financiers. La forte demande simultanée de retrait d'argent par les épargnants est à l'origine de cette banqueroute. Suite à cet événement, les autres institutions financières font le yo-yo. Les plus grandes banques américaines, JP Morgan Chase, Bank of Africa et Citigroup, ont perdu 52 milliards de dollars, soit 32 milliards de francs CFA. La Chine, premier importateur mondial d'arachide, achète de plus en plus sur le marché pour compenser la baisse de sa production. Une diminution de 20% a été observée par rapport à l'année dernière. En cause, les agriculteurs ont délaissé la culture de l'arachide au profit du soja et du maïs. Cette tendance baissière se traduit par une hausse des achats chinois dans tous les pays où l'arachide est disponible, notamment en Argentine, au Brésil, aux États-Unis, mais aussi en Inde. Cette effervescence chinoise participe à tendre un peu plus le marché mondial qu'il était déjà en raison d'aléas climatiques chez les principaux pays producteurs. Toujours la Chine, grâce à l'Afrique, est en passe de contrôler 30% de l'offre mondiale de lithium d'ici 2025. C'est une rivalité qui s'observe entre l'empire du milieu, les nations occidentales et les États-Unis. Ce métal est indispensable à la fabrication des batteries électriques. C'est pourquoi l'intérêt des investisseurs étrangers pour le lithium africain devrait encourager les États concernés à utiliser ces capitaux pour développer une industrie locale afin de tirer de meilleurs profits de l'exploitation de leurs réserves et ne pas répéter les mêmes erreurs du passé. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ONTB, www.ontb.bj.